يلا 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يلا 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 يا أخي قوم جميع. Donc, avant tout, je tiens à remercier professeur Belkhadir et professeur Ben Abed de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi de rapporter l'expérience de l'insulinothérapie fonctionnelle du CHU de Casablanca, mais de parler avant tout de la théorie, comment se fait cette insulinothérapie fonctionnelle. Alors, l'insulinothérapie fonctionnelle est une méthode avant tout pédagogique, puisque c'est une méthode qui va permettre de donner des outils aux patients, surtout de mieux comprendre son diabète. Ça permet aussi de personnaliser le traitement, puisqu'après l'insulinothérapie fonctionnelle, on sort avec des paramètres très personnels et très individuels pour essayer de mimer au plus la sécrétion physiologique de l'insuline. Et puis évidemment, ça permet aussi de promouvoir l'autonomie du patient. Donc c'est un apprentissage actif. Ça nécessite vraiment un apprentissage actif permettant au patient d'adapter le diabète à sa vie et non le contraire. Donc il y a surtout deux objectifs principaux. C'est d'améliorer l'équilibre glycémique. Pour nous, soignants, évidemment, on s'intéresse à cette hémoglobine glyquée, mais sans augmenter les hypoglycémies, et notamment les hypoglycémies sévères. Et puis d'adapter l'insulinothérapie au style de vie des patients. Donc il y a des conditions préalables à la mise en place de l'insulinothérapie fonctionnelle. Déjà, on vise un petit peu des diabétiques type 1 qui sont actifs, qui ont des horaires de repas variables, des sportifs, qui ont un déséquilibre glycémique, qui sont à la recherche de plus d'autonomie, de plus de liberté, et puis des diabétiques type 1 qui ont tendance à l'hypoglycémie. Donc on va un peu éviter, entre guillemets, même si on peut faire plusieurs niveaux d'insulinothérapie fonctionnelle, mais pour cette insulinothérapie fonctionnelle niveau 3, on va dire, on va essayer d'éviter les diabétiques type 1 qui ont du mal à faire des calculs, les diabétiques type 1 qu'on appelle à locus externe, qui ne veulent pas être très responsables de leur traitement et qui deviennent un peu angoissés dès qu'ils sont responsables de leur traitement, et puis les diabétiques type 1 qui ne peuvent assurer une autosurveillance glycémique, notamment dans notre contexte du point de vue socio-économique. Donc en fait, il ne faudrait pas vraiment prescrire l'insulinothérapie fonctionnelle à tout patient diabétique de type 1. Donc il y a 4 paramètres qui sortent, bien sûr l'insuline basale qui va être déterminée, les sécrétions prandiales avec l'insuline pour les repas, les insulines pour corriger et les corrections de l'hypoglycémie. Donc pour l'insuline basale, elle va être assurée par les analogues lents, mais elle peut être assurée aussi par des débits de base par pompe. Et donc l'insulinothérapie fonctionnelle peut être faite avec des patients qui portent une pompe, et ce serait peut-être mieux de la faire avant de mettre en place la pompe à insuline. Et c'est bien sûr l'insuline qui va couvrir les besoins donc vitaux nécessaires. Donc la dose de base est généralement de 0,3 à 0,4 unités kilo. Alors on la détermine en pratique et dans toutes les séries, la détermine 2 semaines à 3 semaines avant l'insulinothérapie fonctionnelle, avant l'hospitalisation pour insulinothérapie fonctionnelle. Et cette dose de base, elle est vraiment variable, ça c'est une moyenne. On a tendance à aller un petit peu plus bas pour les patients qui font des hypoglycémies sévères et même fréquentes, ou qui ont des HbA1c en dessous de 9, près de 7. Donc ça nous arrive de descendre à 0,2, même à 0,15 d'insuline de base. On monte un petit peu plus pour les diabétiques type 1 qui sont plus résistants, c'est-à-dire diabétiques type 1 avec un surpoids, donc profil un peu plus insulino-résistant, ou quand les doses d'insuline totale sont déjà plus élevées, on monte un petit peu plus, on arrive à 0,45 parfois d'insuline de base. Donc pour déterminer cette insuline de base, on fait l'épreuve de Jeun qui va nous permettre d'évaluer la dose de base d'insuline nécessaire à maintenir une glycémie stable. Donc cette épreuve de Jeun, en pratique, c'est un jeûne, en gros, dans la plupart des expériences qui sont faites, ce sont des jeûnes glucidiques de 36 heures, donc avec deux repas midi et soir, donc avec peu de protéines, donc 100-150 grammes de protéines, une salade sans matière grasse avec thé et café, donc avec des protocoles de resucrage évidemment, une activité physique normale, pas de sport intense pendant l'épreuve de jeûne évidemment, et puis un contrôle de la glycémie toutes les 2 heures, donc par autosurveillance glycémique, et toutes les 3 heures la nuit. L'idéal c'est de placer des capteurs continus, mais bon, on peut se contenter de l'autosurveillance ponctuelle. Donc avec des schémas de correction en cas d'hyperglycémie. Et puis on évite le jeûne pour les patients qui démarrent la journée avec des glycémies au-dessus de 2,50. Donc comment savoir si la dose de base qu'on avait estimée théoriquement avant l'épreuve de jeûne est efficace ?
Donc si la glycémie reste généralement stable, donc des oscillations qu'on tolère de 0,35, donc 0,3 à 0,4 des glycémies capillaires. Donc il y a d'autres avantages dans la littérature et même dans l'expérience qui sont rapportés par cette épreuve de jeûne, c'est que ça nous permet de voir aussi les doses de correction. À chaque fois qu'on va donner 1 unité ou 2 unités d'insuline rapide, on va essayer de voir de combien descend la glycémie du patient. Ça détermine aussi le resucrage, puisqu'on va voir la quantité de glucides dont il aura besoin pour remonter sa glycémie. Ça nous permet d'évaluer la durée des insulines de base, donc c'est pour ça qu'on aime bien les épreuves de jeûne parfois qui dépassent les 24 heures, donc vraiment pour voir à quel moment pourrait s'arrêter l'efficacité de l'insuline de base, de voir s'il existe un phénomène de lobe. Et puis il y a beaucoup d'intérêts cognitifs, émotionnels, métacognitifs des patients par rapport à cette épreuve de jeûne, ça leur permet de prendre du recul et puis de voir justement qu'ils peuvent jeûner et de déterminer l'action de cette insuline basale durant l'épreuve de jeûne. Donc il y a plusieurs questions qui se posent dans la littérature. Doit-on faire des jeûnes glucidiques, un jeûne total, donc sans aucun repas, jeûne calorique total, des jeûnes en hospitalier, ou pourrait-on faire des jeûnes en ambulatoire des patients? Ce serait peut-être plus facile et plus commode de faire des jeûnes en ambulatoire. Donc la pratique des différentes équipes, donc des différents grands centres européens sur l'insulinothérapie fonctionnelle, en fait, il y a à peu près la moitié qui font des jeûnes en ambulatoire, certains des jeûnes en hospitalier, des jeûnes totaux et des jeûnes glucidiques uniquement. Et sur les résultats, donc les résultats en paramètres d'hémoglobine glyquée et de sécurité, il n'y a pas vraiment de différence. Donc c'est un petit peu à l'angoisse de l'équipe et à la faisabilité de la chose que pourrait se jouer donc la décision. Par contre, l'épreuve symbolique et éducative de l'épreuve de jeûne serait très importante, donc c'est bien de l'interpréter par contre en groupe avec les patients. Donc il y a une étude qui a essayé de déterminer si le jeûne calorique total de 24 heures pourrait être faisable en ambulatoire, donc chez un groupe de diabétiques type 1, 34 patients qui ont placé par contre des CGMS, donc continu, des gardiens, donc pour voir la glycémie, avec des protocoles de correction. Et en fait, il n'y a pas eu d'hypoglycémie sévère quand les patients ont fait l'épreuve de jeûne en ambulatoire. Il y a eu des hypoglycémies que les patients ont réussi à gérer, donc il n'y avait pas d'incident majeur. Donc une fois qu'on détermine cette dose de base dans l'épreuve de jeûne, est-ce que cette dose de base sera définitive pour les patients ou est-ce qu'elle va changer au cours du suivi des diabétiques type 1 ? Donc une étude qui a été publiée par l'équipe de Serge Halimi de Grenoble qui a essayé de déterminer l'évolution de l'insuline basale 1 an après le protocole d'insulinothérapie fonctionnelle. Et en fait, on se rend compte que la dose de base, donc elle était diminuée bien sûr avant l'insulinothérapie fonctionnelle et après l'IF, généralement, elle reste stable. Et chez un petit groupe de patients, il y a eu une augmentation de la dose de base. C'était 20% des patients, c'était des patients plus jeunes, c'était des patients qui avaient un diabète plus récent et qui avaient des taux de base un petit peu plus bas. Donc une fois qu'on a déterminé ça, on va se pencher sur l'insuline pour les repas, l'insuline pour manger. Et bien sûr, ce sont des ateliers d'éducation diététique, d'évaluation des portions avec des aliments factices où les patients vont essayer de faire plusieurs exercices pratiques et on leur remet des documents pour essayer de se pencher sur les équivalents glucidiques des repas. Et on calcule le nombre d'unités pour 10 grammes, pour des portions de 10 grammes. C'est les médecins qui calculent donc selon des relevés alimentaires et généralement c'est 1,5, 1,5, 2 unités pour 10 grammes dont les patients ont besoin. Et comment savoir si cette dose de base, cette dose de prandial est suffisante? Donc on va voir la glycémie 3 heures après ou 4 heures après si jamais on est dans l'objectif. Donc là j'ai mis 1,4 mais cet objectif il sera variable, on va déterminer puisque c'est personnel en fonction de ce qu'on veut viser pour notre patient. Donc en théorie dans la littérature ce qui est le plus souvent rapporté c'est 2 unités pour 10 grammes au petit déjeuner, 1 pour le déjeuner et 1 unité et demie pour le dîner. Donc par exemple, si le patient va manger 80 grammes de pain, donc en sachant que ça va constituer à peu près 40 grammes de glucides, si le patient a un ratio de 1 unité pour 10 grammes, ça lui ferait 4 unités d'insuline rapide. Donc parfois on tombe, quand on calcule sur des ratios avec décimales, c'est-à-dire 1,2 unités pour 10 grammes, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc une des attitudes, c'est de proposer 1 unité pour 10 grammes et de rajouter 1 ou 2 unités sur le total. C'est ce qu'on fait souvent nous en pratique courante, ou de donner un outil
papier aux patients. Donc ce sont des tables en fait, donc là c'est un peu petit donc pour voir tous les paramètres. C'est des tables avec les équivalents pour agrandir, par exemple, si le patient a 1 unité pour 10 grammes, 1,2 unité pour 10 grammes, il va se pencher et regarder, s'il mange 50 grammes, ça lui fait 60, s'il mange 90 grammes, ça lui fera 11, donc il aura ce paramètre, ça lui permettra aussi d'éviter d'aller chaque fois à la calculatrice. Donc certains sujets de controverse, c'était est-ce que les protéines doivent être prises en compte dans l'insuline rapide des repas pour les patients diabétiques type 1, puisque ça augmente la néoglucogénèse hépatique. Donc une étude récente qui a été réalisée chez un groupe de diabétiques type 1 qui faisait l'insulinothérapie fonctionnelle et chez qui on a mis des repas rajoutés donc en protéines au dîner ou allégés en protéines. Et en fait, il n'y avait pas eu de différence, que ce soit 1h30, 2 heures après le repas ou au réveil, c'est-à-dire après la nuit, sur la glycémie postprandiale. Et une autre étude donc chez des enfants, enfin des enfants, grands enfants, donc diabétiques type 1, où on a essayé de comparer des repas riches en protéines mais aussi riches en gras. Donc c'était des petits déjeuners et on a essayé de se pencher donc sur les glycémies postprandiales. Donc là c'était avec des haltères glycémiques et on voit qu'en fait quand on est 1h30 après le repas, il n'y a pas trop de différence, mais quand on s'éloigne du repas, donc beaucoup plus loin, 4 heures, 5 heures après les repas, il y a des différences significatives avec des glycémies plus élevées quand les repas sont riches en gras et en protéines, puisque la vidange gastrique est peut-être ralentie, puisqu'il y a un petit peu plus d'insulino-résistance après ça. Donc des repas très gras, généralement on conseille aux patients de rajouter 1 ou 2 unités sur le total, ou des repas très riches en protéines, et d'injecter parfois l'insuline 10 minutes, 15 minutes avant le repas. Alors pour corriger, puisque c'est le 3e paramètre que l'insulinothérapie fonctionnelle va déterminer, on va essayer de se mettre avec des glycémies avant le repas entre 0,8 et 1,3. Ça ce sont en théorie, mais ça c'est variable en fonction de ce qu'on va fixer pour notre patient. Et puis on va essayer de lui déterminer la glycémie donc il va falloir soigner à chaque fois qu'on est élevé, ou en négatif à chaque fois qu'on est un peu bas. En théorie, une unité d'insuline abaisserait de 0,3 à 0,4 unités pour la plupart des patients, tout en sachant qu'il y a certains chez qui une unité le descend de 0,2 et d'autres unités le descendent de 0,6, les patients qui font beaucoup d'hypoglycémie. Donc on a une méthode pour calculer ça. En fait, on fait 18 divisé par la dose totale d'insuline et ça nous permet de voir ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Enfin, le dernier paramètre qui est déterminé par l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est l'hypoglycémie, la correction de l'hypoglycémie, le resucrage. En gros, c'est 15 grammes de sucre qui remonterait la glycémie d'un demi-point dans les 15 minutes, mais parfois les patients ont besoin de plus, de 30 grammes de sucre, parfois de moins. Donc ça, c'est un peu les tests thérapeutiques, on voit les relevés des patients pour le déterminer, et on les conseille de faire des resucrages liquides au maximum. Donc quels sont les résultats de l'insulinothérapie fonctionnelle? En gros, dans la plupart des séries, ça permet de diminuer l'hémoglobine glycosylée, mais en fait, ce ne sont pas des diminutions très très importantes, on gagne un demi à 1 point d'HbA1c sur la plupart des séries, mais des différences qui sont significatives, notamment 1 an après l'insulinothérapie fonctionnelle. Mais surtout, ça permet de diminuer les hypoglycémies, regardez, avec des différences très significatives avant l'insulinothérapie fonctionnelle et après, et surtout les hypoglycémies sévères. Donc là, c'était des patients qui faisaient beaucoup d'hypoglycémie sévère avant, ou des patients, là, c'était des enfants. Donc ça permet de diminuer le taux d'hypoglycémie sévère et bien sûr d'améliorer aussi le taux d'acidocétose. Donc quels sont les résultats en matière d'insulinothérapie fonctionnelle pour les premiers groupes de patients chez qui on avait réalisé l'insulinothérapie fonctionnelle? Donc c'est un groupe de 39 patients chez lesquels on a pu avoir le recul, on n'a pas introduit les derniers patients. Donc nous, on a fait l'insulinothérapie fonctionnelle chez des adultes, adolescents ou adultes, on n'a pas fait chez l'enfant, et on a été formé initialement par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, par le docteur Claude Sachon. Donc on a décidé de les hospitaliser, ces questions de faisabilité, pour 48 heures. Avant on faisait 4-5 jours, puis on a écourté à 48 heures pour pratique, et puis on fait une épreuve de jeûne glucidique de 30 heures. Donc au départ on faisait 36 heures, puis on s'est rendu compte qu'avec 30 heures on arrivait à avoir les paramètres suffisants, et on fait plusieurs ateliers donc d'hypoglycémie, d'insuline basale, d'insuline pour les repas, diététique. On évalue avec des logiciels aussi les connaissances techniques, et puis on fait aussi des lettres de vécu du diabète, donc des lettres au diabète pour leur permettre de prendre du recul et de partager leurs émotions. Donc l'étude statistique a été réalisée par le logiciel SPSS, et on a fait des analyses descriptives et bivariées. Donc ça, c'est les
chambres où ils sont hospitalisés pour faire l'épreuve de jeûne. Bon, ils circulent, ils sont dans les ateliers diététiques pendant qu'ils font l'épreuve de jeûne. Et là, c'est une épreuve donc d'éducation, une séance d'éducation diététique, donc autour avec diététicien. On avait une diététicienne et donc les médecins responsables. Et ça, c'était une éducation hypoglycémie où on essaye de leur remettre plusieurs aliments pour essayer de voir avec eux plusieurs jus, limonades, etc. pour voir lequel correspondrait pour chaque patient en fonction des paramètres qu'on a déterminés. Donc, c'est des patients relativement jeunes, 26 ans, une ancienneté moyenne de 8 ans, quasiment autant d'hommes que de femmes, un IMC moyen de 26 avec une dose de base de 0,35 et surtout, c'était des patients qui faisaient 3 hypoglycémies par semaine avant l'insulinothérapie fonctionnelle. Alors, l'épreuve de jeûne a montré un surdosage de la basale chez 85% des patients, des phénomènes de l'aube très fréquents, 28% des patients, et parfois des échappements de la basale, des basales qui ne couvraient pas les 24 heures. Et dans ces périodes-là, c'est là où les patients montaient les glycémies et faisaient qu'il y avait des HbA1c très élevés par la suite, et des resucrages excessifs chez la majorité des malades, plus de 35 grammes. Les patients avaient l'habitude de prendre des resucrages très élevés. Donc voilà les ratios qui sont sortis, 1,7 pour le repas, 1,3 pour le midi, 1,4 pour le dîner. Et l'HbA1c a diminué significativement, donc avec un recul de 24 mois, de 8,96 à 7,57 avec une différence significative. Et c'est surtout les hypoglycémies qu'on a pu réduire avec un taux donc, qui était 3 par semaine, avec un taux de moins de 1 par semaine. Donc les hypoglycémies sévères ont vraiment diminué, ainsi que les hypoglycémies non ressenties. Et on n'a pas trouvé de facteurs qui ont été vraiment liés à l'équilibre glycémique, quoiqu'on a eu plus de mal à équilibrer les adolescents que les adultes. Et la qualité de vie s'est vraiment améliorée de manière significative chez nos patients. Alors, les inconvénients de l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est est-ce qu'il y aura l'anarchie alimentaire chez les patients? Alors, l'étude Daphné, qui est une des plus grandes études d'insulinothérapie fonctionnelle, a montré au long cours qu'il n'y avait pas vraiment d'anarchie puisque les patients, quand même, ils se rendent compte qu'il y a certains aliments plus hyperglycémiants et ils choisissent en plus des aliments plus faciles à compter. Mais il y a surtout la prise de poids. Nous, notre IMC a gagné donc 1 point. On est passé de 22 à 23 d'IMC. Dans les autres séries qui comportaient les adultes, il n'y avait pas de différence significative. Dans notre série, on a trouvé une différence significative sur la prise de poids. Rares sont les patients qui sont restés avec des poids stables, d'accord, mais bon, il y avait aussi des adolescents, et c'est pour ça que dans l'analyse bivariée, on s'est rendu compte que ce qui était significatif, c'était surtout les adolescents qui ont pris plus de poids dans notre série. Bien sûr, il y a la croissance aussi, et les patients, plus on équilibre, plus on s'approche de 7, plus on risque de prendre aussi un petit peu de poids. Alors, dernière chose, est-ce qu'au long terme, cette insulinothérapie fonctionnelle, 10 ans, 12 ans après, est-ce qu'on maintient les résultats? Et l'étude où il y a le plus de recul, c'est une étude menée par Planck et Hall, donc 12 ans de suivi. Et bien, on se rend compte que le bénéfice qu'on gagne en HbA1c au départ, on le perd au long cours. On reste quand même en dessous de 8, mais on le perd au long cours. Mais par contre, pour ce qu'on gagne en hypoglycémie, c'est maintenu 10 ans, 12 ans après, et c'est un des objectifs majeurs de l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc de nos jours, rien que pour apporter, il y a beaucoup d'outils technologiques qui aident les patients pour ça, que ce soit des applications sur les téléphones, que ce soit des logiciels pour compter les glucides. Donc pour finir, en synthèse, l'insulinothérapie fonctionnelle ne pourrait pas être prescrite à tout patient diabétique type 1 sans discernement. Elle permet une baisse de l'HbA1c et des hypoglycémies. L'épreuve de jeûne nous semblerait capitale, et surtout le dynamisme de groupe. Il faudrait surveiller le poids quand même à 3 mois, 6 mois après l'IF, et ça nous paraît indispensable de faire de l'IF avant le plaçage d'une pompe, et peut-être une évaluation 1 an après, c'est ce qu'on compte faire chez les patients pour voir un peu corriger les erreurs des patients. Et ça, c'est le premier groupe d'insulinothérapie fonctionnelle avec Madame Sachon qui a pu justement initier cette insulinothérapie fonctionnelle. Et 1 an après, ils ont commencé à faire des réunions entre eux et des marches et des sorties entre eux, les diabétiques type 1. Et donc, ça nous motive. Et donc, je remercie donc Madame Chedli et Monsieur Farouki qui m'ont permis de réaliser ça en groupe. Et donc, ça, je pense que ça a énormément aidé les patients. Merci.